Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter de la lutte contre l'incendie et de l'évacuation des personnes pour préciser quelles sont les obligations des employeurs d'après le Code du travail. Ce webinaire s'adresse à des entreprises de transport de voyageurs adhérentes de la FNTV, des entreprises de transport de marchandises adhérentes de la FNTR et aux clients d'Agir Service, qui est le cabinet de conseil associé aux deux fédérations pour la prévention des risques professionnels et le transport de matières dangereuses. Je suis Céline Bourdet, conseillère prévention au sein de la structure Agir Service et je vais animer ce webinaire. Ma collègue Manon surveillera le chat pour récolter vos remarques ou vos questions, donc vous pouvez vous exprimer dans la partie conversation de ce webinaire. Alors, en cas d'incendie, ce qu'il faut savoir, c'est que si le nombre de victimes reste heureusement relativement faible, le risque économique, lui, est très élevé. En général, on considère que 2 entreprises sur 3 victimes d'un sinistre majeur disparaissent dans les mois qui suivent. C'est pourquoi il est important d'être organisé en matière de lutte contre l'incendie et d'évacuation. Pour commencer, nous allons présenter rapidement quel texte réglementaire traite du risque incendie. Alors, nous avons tout d'abord une réglementation incendie dans le Code du travail autour de 2 axes. Il y a des obligations pour le maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail et il y a des obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail. L'incendie est également évoqué dans le Code de l'habitation et de la construction, dans la réglementation des ERP, donc qui sont les établissements recevant du public. La mairie peut décider que les visiteurs qui viennent dans les entreprises, les clients par exemple, sont du public. Donc certaines entreprises peuvent être considérées comme des ERP. Dans tous les cas, ce sera des ERP de 5e catégorie et la réglementation incendie est très proche de celle du travail. Donc, on a également des éléments de réglementation incendie dans le Code de l'environnement et en particulier dans la réglementation ICPE qui va apporter des exigences supplémentaires. Donc, si vous êtes soumis à des rubriques ICPE, vous avez probablement des éléments sur les incendies dans vos arrêtés. Et enfin, dans les normes et notamment les référentiels APSAD. L'APSAD, c'est l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages. Donc, par exemple, on a le référentiel R4 sur les extincteurs qui vous permettra d'obtenir un certificat Q4 à l'issue des contrôles réglementaires. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà. Donc, le sujet aujourd'hui, ce que nous allons évoquer, c'est dans le cadre du Code du travail, quelles sont les obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail. Donc, voyons déjà ce qu'il est nécessaire de faire pour lutter contre les incendies. Le Code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. Donc, tous les locaux doivent comporter au moins un extincteur de minimum 6 litres, un extincteur à eau pour 200 mètres carrés de plancher et au moins un extincteur à eau par niveau. Il doit aussi y avoir des extincteurs spécifiques pour les risques particuliers, par exemple un extincteur à CO2 pour les risques électriques. Vous avez probablement tous un extincteur à CO2 à proximité de vos tableaux électriques, par exemple. Si nécessaire, on peut avoir d'autres appareils de lutte contre l'incendie, par exemple des robinets d'incendie armés, les RIA, des colonnes sèches, des colonnes humides ou même des sprinklers, par exemple. Le Code du travail stipule que les installations d'extinction doivent toutes être signalées. Il est important également que les moyens de lutte contre l'incendie soient visibles et accessibles. Donc, aucune marchandise, aucun engin ne doit rendre difficile l'accès à un extincteur. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier facilement lorsque vous circulez dans vos locaux. Les systèmes de désenfumage sont également obligatoires dans certains locaux qui sont cités sur le support et on a par exemple tous les locaux de plus de 300 mètres carrés. Et ça peut concerner un grand nombre de vos établissements. Alors vous le savez certainement, les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent être contrôlés. Les extincteurs doivent être vérifiés tous les ans et révisés en atelier ou requalifiés tous les 10 ans.
En général, ils sont requalifiés ou même remplacés par vos prestataires. Parfois, le remplacement est moins cher que la requalification. Il y a également une maintenance approfondie qui est assurée tous les 5 ans. Les systèmes de désenfumage doivent être également vérifiés tous les ans et ces contrôles sont à faire par une entreprise certifiée APSAD et NF Service. Donc, c'est en général le cas de vos prestataires. Donc, les dispositifs de lutte contre l'incendie que nous venons de voir et les contrôles sont des obligations pour tous les types d'entreprises et tous les types d'établissements. Pour d'autres obligations du Code du travail, la réglementation va distinguer 2 types d'établissements. Le premier type, le cas numéro 1, correspond aux établissements qui répondent à au moins l'une des 2 conditions suivantes. La première condition, c'est d'être un établissement dans lequel peuvent se trouver occupés ou réunis habituellement plus de 50 personnes. Il ne s'agit pas d'entreprises de plus de 50 personnes, mais bien des personnes présentes habituellement dans les locaux. Cette définition est importante pour les entreprises de transport car le nombre de personnes présentes sur site est souvent bien inférieur à l'effectif global. Donc, pour savoir si vous êtes dans ce cas, vous devez évaluer si vous êtes habituellement plus de 50 personnes dans un établissement. L'autre condition, c'est le stockage ou la manipulation de matières inflammables, mentionnée à l'article 4227-22 du Code du travail. Tout établissement qui stocke ou manipule des matières inflammables fait partie du premier type d'établissement également, même s'il réunit moins de 50 personnes. Alors, je vais vous expliquer juste après à quoi correspondent ces matières inflammables. Et toutes les autres entreprises ou établissements sont dans le cas numéro 2. Donc, les matières inflammables citées dans l'article 4227-22 du Code du travail sont soit des matières explosives, soit des matières comburantes, donc on peut reconnaître les pictogrammes, ou des matières extrêmement inflammables. Un produit extrêmement inflammable correspond à certaines mentions de danger. Ce sont les mentions H220, H222 ou H224. Ces mentions, on va les retrouver dans les fiches de données de sécurité. Alors, pour faire simple, à partir du moment où vous avez des aérosols, vous avez certainement des aérosols qui sont extrêmement inflammables. Si vous avez un chalumeau oxyacétylénique, par exemple, vous êtes également dans le cas de ces matières inflammables. Donc, en gros, si vous avez un atelier de maintenance, vous êtes certainement dans le type d'établissement numéro 1. Si vous n'avez pas d'atelier, rien d'inflammable et que vous avez moins de 50 personnes réunies dans les locaux, vous êtes dans le cas numéro 2. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont les obligations par rapport au type d'établissement. Donc, le premier type d'établissement doit obligatoirement avoir un système d'alarme sonore et un système d'alarme sonore pour chaque bâtiment si les bâtiments sont isolés entre eux. Il doit avoir également une consigne incendie établie et affichée qui doit être aussi communiquée à l'inspection du travail. Cette consigne incendie doit contenir un certain nombre d'informations. Déjà, elle doit définir les moyens d'alerte. Elle doit indiquer l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours du premier appel. Elle doit informer qui sont les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie, préciser quel est le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local et à ses abords. Cette consigne doit également rappeler le devoir pour toute personne apercevant un début d'incendie de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. Elle doit préciser pour chaque local quelles sont les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public. Et enfin, préciser les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attente sécurisés ou des espaces équivalents. Donc, les espaces d'attente, c'est obligatoire dans les ERP. Ça va être des pièces dans lesquelles peuvent s'enfermer les travailleurs qui ne peuvent pas descendre puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser un ascenseur en cas d'incendie et qui vont résister au feu pendant 2 ou 3 heures le temps que ces personnes soient secourues. Cette consigne incendie, elle doit être affichée dans tous les locaux dont l'effectif est supérieur à 5 personnes, donc par exemple dans les open space, dans tous les locaux où sont stockées des substances explosives, comburantes et inflammables, donc les substances qu'on a vues tout à l'heure, et dans chaque dégagement. Donc un dégagement, ça va être un couloir ou un local qui va desservir un autre local.
Alors, on voit qu'on a des modèles de consignes incendie qui reprennent l'ensemble des obligations précisées dans le Code du travail avec des champs à remplir justement sur les travailleurs spécialement désignés. Pour les établissements, pardon, qui sont dans le deuxième cas, les établissements où sont réunies moins de 50 personnes et qui ne manipulent pas de matière inflammable, la seule exigence, c'est d'avoir des instructions permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans leurs locaux. Alors, autre chose, dans les entreprises, on retrouve assez souvent des plans d'intervention. Le plan d'intervention va aider les services de secours en cas d'incendie, car sur ce plan sont précisés les organes de coupure, les accès pompiers, les zones à risque, etc. Donc il est différent du plan d'évacuation. Ce plan d'intervention n'est pas obligatoire, mais il est recommandé par les bonnes pratiques de sécurité incendie. Il doit être affiché à l'entrée de l'établissement et sur une pancarte inaltérable et surtout détachable, ce qui permet, en cas d'incendie, de pouvoir détacher ce plan pour le donner aux pompiers. Nous allons maintenant voir quels sont les dispositifs et les obligations permettant de faciliter l'évacuation des salariés et éventuellement du public. Le Code du travail précise quels doivent être le nombre et la largeur des dégagements dans les locaux. Un dégagement, c'est toute partie de la construction qui permet le cheminement des occupants, donc des portes, des sorties, des couloirs, etc. Le minimum pour les plus petites entreprises est d'avoir au moins un dégagement avec une largeur totale de 80 cm. Parmi les dispositifs obligatoires, on retrouve aussi le fait d'avoir des portes de sortie facilement manipulables, donc par exemple avec des barres anti-panique, l'obligation d'identifier les sorties de secours, l'obligation d'identifier les espaces d'attente quand ils existent, signaler le chemin vers la sortie la plus proche ou vers les espaces d'attente, et également l'obligation d'avoir des éclairages de sécurité. Et un document qu'on retrouve souvent et qui n'est pas non plus obligatoire, c'est le plan d'évacuation qui est bien souvent associé aux consignes incendie. L'objectif du plan d'évacuation, c'est d'indiquer les consignes et les voies pour évacuer le bâtiment ou pour aller dans les zones d'attente. Donc il est recommandé par les bonnes pratiques de sécurité incendie. Alors, un point important que nous allons voir maintenant, c'est l'exercice incendie. Quelles sont vos obligations en termes d'exercice incendie? Eh bien, l'exercice incendie est obligatoire pour les établissements du type 1, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'alarme sonore et la consigne incendie sont obligatoires. Donc, les plus de 50 personnes réunies et ceux qui manipulent des matières inflammables. L'objectif de l'exercice incendie, c'est que les salariés reconnaissent le signal d'alarme, c'est qu'ils sachent localiser les espaces d'attente sécurisés ou les sorties, et qu'ils puissent savoir se servir des moyens de premier secours et exécuter les différentes manœuvres nécessaires. Il est exigé dans le Code du travail de réaliser ces exercices incendies tous les 6 mois. Et les dates d'exercice et les éventuelles observations sont à consigner dans le registre de sécurité. C'est le même registre dans lequel sont inscrits les contrôles périodiques. Donc, en général, vos prestataires vous donnent un livret rouge de registre de sécurité. Donc, dans ce registre, vous pouvez consigner vos exercices incendies. Les autres établissements, ceux du type 2, n'ont pas l'obligation de réaliser des exercices incendies. Alors, il est toujours conseillé d'en faire de temps en temps et il est également important de vérifier ce que vous demandent vos assurances, car les exigences de vos assurances seront en général au-delà des exigences du Code du travail. Je vous propose de faire un sondage rapide sur la taille de vos établissements et la fréquence de vos exercices incendies. Alors, vous pouvez soit scanner le QR code si vous êtes sur téléphone, ou je vais copier le lien dans le chat pour que vous puissiez accéder à ce sondage. Voilà, donc le lien a été copié. Donc, je vous propose de répondre sur la taille de vos établissements et de savoir si vous avez l'habitude de faire des exercices incendies. C'est assez intéressant
de savoir quelles sont les pratiques, aujourd'hui. Voilà, on va attendre quelques minutes que vous ayez le temps de répondre. Donc là, je constate que, on a beaucoup d'établissements qui réunissent plus de 50 personnes en général. Ce qu'on va regarder, c'est, quelles sont les pratiques en termes d'exercice dans les questions suivantes. Très bien, donc là, j'ai 23 réponses, donc on voit qu'on a 78 d'établissements, qui réunissent habituellement plus de 78 personnes. Pardon. Donc la fréquence, de réalisation des exercices incendie, là, en revanche, on n'est pas sur 78. Certains en font, voilà, on a quand même, un quart des participants qui en font bien tous les 6 mois comme, l'exigence du code du travail. Heu, Bien souvent, c'est moins souvent, c'est les 6 mois passent très vite donc si vous en faites déjà, c'est important. Et si vous n'en faites jamais, ben, moi je vous recommande d'en faire, de temps en temps parce qu'on découvre, au cours des exercices régulièrement des choses à mettre en place, des procédures qui ne fonctionnent pas, des personnes, qu'on n'avait pas prévues, des prestataires qui sont dans l'établissement qu'on n'avait pas envisagés. Donc ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques minutes. Et c'est important de le faire et de toute façon, c'est une exigence du code du travail pour les établissements de plus grande taille. Voilà. Donc là, on a, une petite partie commentaires sur, le type d'établissement, et la taille des établissements. Je vous remercie pour le sondage. On va, maintenant parler d'un dernier sujet qui est le sujet de la formation. Alors, je vais essayer de faire avancer le diaporama. Voilà. Donc, la formation et l'information des salariés. Le code du travail n'exige pas de formation spécifique. C'est plutôt un besoin qui découle des exigences de la consigne incendie et de l'exercice incendie. La consigne incendie, parle notamment de personnel spécialement désigné et c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il est possible de former ses collaborateurs. Alors par exemple, d'après la consigne incendie, toute personne doit être capable de donner l'alerte, d'utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face à un début d'incendie. Donc, notamment une formation, pour manipuler, des extincteurs, exécuter des manœuvres simples telles que la mise en sécurité du poste de travail, pourrait répondre à cette exigence. Donc ça, ce sont des formations qui sont très généralistes et qui peuvent s'adresser à l'ensemble des salariés. D'après la consigne incendie, on a également, une référence faite à des travailleurs spécialement désignés par l'employeur, mais dans le code de travail, il n'est pas précisé ce que doivent faire ces travailleurs spécialement désignés. Ce sont plutôt les référentiels de bonnes pratiques de sécurité incendie, comme celle des assurances, qui détaillent, le type de mission auxquelles peuvent être formés les salariés. Par exemple, pour mettre en œuvre des équipements complexes de lutte contre l'incendie, on a des formations équipiers de première et équipiers de seconde intervention. Pour mettre en sécurité certaines installations comme les coupures des énergies, les stockages de gaz, on peut être formé en tant qu'équipier d'intervention technique. Et pour encadrer l'évacuation, donc avoir ce rôle de guide-file ou serre-file, on a également des formations qui proposent ce type de rôle ou bien ça peut se faire en interne. Donc toutes ces formations qui ne sont pas, obligatoires, mais elles aident à répondre aux exigences du code du travail par rapport aux travailleurs spécialement désignés.
Voilà, nous avons fait le tour des obligations du Code du travail en matière d'utilisation des lieux de travail. Donc, comme on peut le voir, toutes les obligations ne sont pas forcément connues et certaines obligations nécessitent d'être interprétées. Ce qu'on peut retenir, c'est que si vous avez un atelier de maintenance, vous devez respecter les exigences les plus contraignantes de la réglementation incendie du Code du travail. Si vous n'avez pas d'atelier et un faible nombre de personnes présentes, vos obligations sont beaucoup moins nombreuses, mais nous recommandons quand même de vous appuyer sur les bonnes pratiques en termes de consignes incendie, en termes de formation et d'exercice d'évacuation, pour éviter un sinistre qui pourrait être lourd de conséquences. C'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse maintenant poser des questions dans le chat. Alors, selon les cas, nous pourrons y répondre directement ou vous proposer une réponse par mail si nous avons besoin de faire des recherches complémentaires. Vous pouvez, si c'est une question un peu plus compliquée, envoyer même un mail avec votre question à notre mail de secrétariat.